Je vous avais déjà parlé de l'histoire de Travis le chimpanzé, un chimpanzé domestique élevé comme un enfant depuis sa naissance par un couple d'Américains. Il était devenu une petite célébrité dans sa région et avait défrayé la chronique en défigurant une amie de la famille qu'il avait pourtant l'habitude de côtoyer. Lui qui pourtant en 14 ans n'avait jamais fait preuve d'une telle violence. Cette histoire avait mis en lumière le caractère imprévisible de ces animaux sauvages dotés d'une grande force et de la nécessité d'interdire aux particuliers de s'en procurer. Eh bien, sachez qu'il existe une autre histoire. Une histoire bien plus folle, c'est celle de Mo. Un chimpanzé recueilli dans les années 60 par un couple. Il sera lui aussi élevé comme s'il était leur propre enfant. Ce sera là le début d'une longue et passionnante histoire qui durera près d'un demi-siècle et qui sera parsemée tantôt de joie, tantôt de drame, avec toujours en toile de fond un amour inébranlable, le genre d'amour capable de vous faire déplacer des montagnes. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de St. James Davis. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. St. James Davis et sa femme, LaDonna, sont un couple d'Américains originaires de West Covina en Californie. Les deux s'étaient rencontrés au lycée dans les années 50. À cette époque, St. James était la star de football américain de son lycée, mais sa plus grande passion, ce n'était pas le football, c'était la course automobile. Bien qu'adolescent, il était déjà passionné de voitures de course. Enfant, avec son père, il passait ses week-ends sous les capots des voitures pour en décortiquer le fonctionnement. Au lycée, il avait économisé pour se payer un vieux modèle, une voiture de course hors d'âge qui n'était même plus capable de rouler. Il lui consacrait tout son temps libre, déterminé à la remettre en marche, ce qu'il avait d'ailleurs réussi à faire. Et dès lors, il s'était fait la promesse de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de devenir un jour pilote professionnel. Et lorsqu'il a aperçu pour la première fois la sublime LaDonna, il est tombé fou amoureux de cette belle blonde élégante à l'allure sophistiquée et au visage d'ange. LaDonna n'était pas en reste, elle était elle aussi tombée sous le charme de St. James, ce beau métis, grand et musclé que toutes les filles de sa classe convoité. St. James avait bien essayé de résister à la tentation de convoiter la belle lycéenne. Il avait peur qu'elle ne l'éloigne de sa passion pour les voitures et que jamais il ne réalise son rêve, celui de devenir pilote. Il savait que le chemin pour y arriver était encore long et qu'il ne laissait aucune place à une quelconque relation, mais il n'a pas pu résister et les deux avaient fini par se mettre en couple. Ils avaient même emménagé ensemble juste après le lycée dans un minuscule appartement. St. James travaillait alors en tant que mécanicien et puis quelques années plus tard, ils ont fini par emménager dans une belle et grande demeure sur les collines californiennes. À cette époque, nous sommes dans les années 60, St. James avait réussi son pari. Il avait patiemment gravi un à un les échelons, passant de mécanicien automobile à pilote de course. Il jouissait même d'une certaine réputation dans le milieu de la course automobile. Il était l'un des coureurs les plus populaires de la NASCAR, une série de courses très en vogue à l'époque. Et s'il était arrivé au plus haut niveau, c'était grâce à son sérieux et à sa rigueur. Il était devenu avec les années un véritable spécialiste en mécanique. Il n'avait eu de cesse depuis le lycée d'acquérir et de bricoler des bolides toujours plus puissants sur lesquels il s'entraînait dur. Son succès, c'est tout sauf le fruit du hasard et comme souvent, derrière le succès d'un homme se cache une femme. Et cette femme, c'est LaDonna. Elle a toujours respecté sa passion, ne lui a jamais reproché le temps interminable qu'il passait sous les capots des voitures et tous ses week-ends à parcourir de longues distances pour participer à des courses. Tout semblait alors sourire au couple. À une exception près, LaDonna n'avait qu'un seul rêve, à savoir fonder une famille. Elle voulait se marier et plus tard avoir des enfants. Mais St. James était obnubilé par sa passion. Il n'avait de cesse de retarder l'échéance du mariage
mariage. La Donna s'impatientait, les deux étaient fiancés depuis une éternité, si longtemps que leur entourage en avait même fait un sujet de plaisanterie. Ils disaient qu'un jour ils battraient le record du monde des plus longues fiançailles. La Donna prendra de longues années son mal en patience avant qu'enfin ne soit fixée la date de leur mariage. C'était alors en 1966, tout était prêt, alors que St. James n'avait Dieu que pour son boulot passion. C'était seule que la Donna avait tout organisé pour ce qu'elle pensait être le plus beau jour de sa vie. Elle était même partie quelques jours plus tôt chez ses parents pour se préparer et pour que la surprise soit totale. Elle voulait que St. James la découvre le jour J et pas avant. Le jour venu, elle était là, à l'église, entourée de leurs familles respectives. Elle était tirée à 4 épingles dans sa belle robe de mariée, un bouquet de fleurs à la main, avec au bout de l'allée le prêtre. Mais devinez quoi ? St. James ne s'est jamais présenté. Et oui, il avait complètement oublié qu'il devait se marier et il avait passé l'après-midi à bricoler sa voiture de course. Le mariage avait dû être annulé et la Donna était devenue la risée du quartier. Mais ce n'était rien comparé à l'humiliation qu'a vécu St. James. Toute la ville s'était retournée contre lui, balayant ainsi d'un revers de main tous ses exploits. Il était devenu l'odieux goujat qui avait abandonné sa fiancée sur le parvis de l'église. La Donna, furieuse, refusait de lui adresser la parole et lorsqu'il sortait dehors, il entendait les moqueries et autres messes basses de ses voisins. Alors, n'en pouvant plus, il avait décidé après plusieurs semaines de partir se mettre au vert le temps que la tempête passe. C'est donc ainsi que sur un coup de tête, début 1967, il a répondu à une annonce qui cherchait des matelots. Il avait alors embarqué à bord d'un bateau, apprenant le métier sur le tas, mais après plusieurs semaines, une tempête a eu raison du bateau. Il était si endommagé que l'équipage a été forcé d'accoster sur le littoral africain, et plus précisément en Tanzanie. Contraint de rester sur place le temps des réparations, il avait sympathisé avec des habitants du coin qui lui avaient proposé de les accompagner à la chasse. Et c'est durant cette partie de chasse qu'il fut témoin du massacre d'une femelle chimpanzé par des braconniers. Elle venait tout juste de mettre à bas, et comme il était dangereux de se mêler des affaires des braconniers, il n'avait rien pu faire ce jour-là, si ce n'est assister, désemparé, à la scène. Mais il n'avait pas pu s'empêcher toute la nuit de penser à ce bébé singe, seul, au milieu de la jungle. Alors il était revenu le lendemain, et par miracle, il était toujours là, sain et sauf. Le bébé singe mesurait à peine 30 cm, il était déshydraté, alors St. James était resté à ses côtés pendant plusieurs jours, le nourrissant avec des fruits et des œufs d'oiseaux et l'hydratant en récoltant l'eau de la pluie. Il était alors seul avec ce bébé en pleine nature, il campait, il chassait. Après plusieurs semaines, il avait perdu beaucoup de poids, mais il avait réussi son pari, son précieux était en bonne santé, alors il avait voulu rejoindre son navire une fois réparé afin de retourner aux États-Unis avec le bébé, mais le capitaine avait refusé de le laisser embarquer avec, et c'est finalement grâce à l'aide d'un villageois qu'il avait mis en contact avec des missionnaires allemands qu'il avait pu embarquer à bord d'un avion à destination de Los Angeles avec le petit Mogambo, comme il l'avait surnommé, sur ses genoux. C'est du moins ce que St. James raconte. Sachez que personne n'a jamais pu corroborer ses dires, en tout cas d'après lui. C'est ainsi qu'il était arrivé à l'aéroport avec pour seul bagage le petit Mo. Sa mère et la Donna, qui avait été prévenue de son arrivée après des mois sans nouvelles de lui, l'attendaient à l'aéroport. Elles étaient heureuses de le savoir en vie et St. James ne savait pas à quelle sauce il allait être mangé par la Donna qui n'avait toujours pas décoléré. Mais dans le fond, elle était soulagée de le savoir en bonne santé. Mais c'est avec un regard noir et sans un mot qu'elle l'avait accueilli. Arrivé chez lui, St. James avait présenté le petit Mo à toute sa famille et tous étaient tombés sous son charme, à commencer par sa mère, Estelle, et même la mère de la Donna, qui était une amie d'Estelle, était sous son charme. Il avait l'air si fragile, c'était l'innocence même. Il fixait les uns et les autres avec ses grands yeux marrons, il se cachait le visage avec ses toutes petites mains roses, il se blottissait dans les bras de ceux qu'il portait. Bref, impossible de résister.
Mais il y en avait une qui résistait, et c'était la Donna. Sa mère avait dû presque la forcer pour qu'elle le prenne dans ses bras et qu'elle joue avec. Quant à Estelle, elle l'avait convaincue de reparler à St. James. Il a tout de même fallu quelques jours, mais c'était déjà un bon début. Mais concernant Mo, la Donna restait perplexe. Et à l'époque, petite parenthèse, en 1967, le grand public ne savait pas grand-chose des primates. Aujourd'hui, tout le monde sait à quel point ce sont des êtres dotés d'une intelligence remarquable. Ce n'est pas pour rien qu'on dit d'eux qu'ils sont les cousins de l'homme. Ils ont en moyenne entre 20 et 35 de QI. C'est tout de même le QI moyen d'un petit enfant. Donc il est tout à fait possible d'apprendre à un chimpanzé des tas de choses, comme à s'habiller, à manger avec des couverts, à distinguer des formes géométriques, etc., etc. Mais ce que St. James et son entourage ignoraient à l'époque, c'est qu'un chimpanzé gardera toujours ses instincts les plus primaires, ceux qui sont ancrés dans son ADN depuis des générations et qui lui permettent de survivre dans la nature. Alors certes, c'est un animal sociable, un animal aimant qui peut vous embrasser, vous étreindre, jouer et communiquer avec vous, mais il n'en reste pas moins imprévisible et il pourra à tout moment, même 14 ans après, comme ce fut le cas de Travis, entrer dans une colère noire et vous attaquer. Quant à son petit corps frêle, il se transformera avec les années en un corps robuste et athlétique. On estime qu'en moyenne, un chimpanzé adulte est 7 fois plus fort qu'un homme de 80 kg. Donc s'il vous attaque, vous êtes fichu. C'est pour cette raison qu'en 1967, déjà, un décret municipal interdisait d'héberger chez soi un tel animal sauvage. Mais appelons un chat, ça, St. James s'en fiche. À ce moment, il a conscience qu'il outrepasse la loi, mais la réalité, c'est qu'il considère déjà le petit Mo comme son enfant. Et la Donna, pourtant méfiante au début, eh bien à force de passer du temps avec lui, elle va elle aussi finir par s'attacher. La voilà, elle aussi, touchée en plein cœur. Elle a l'impression d'avoir en face d'elle non pas une bête potentiellement redoutable, mais un être humain. Elle est même rapidement abasourdie par l'intelligence de Mo et par sa sensibilité. Quand elle lui tend son doigt, il le serre. Quand elle lui sourit, il pousse des petits cris. Quand il a peur, il se serre fort contre elle. Alors elle le rassure. St. James est touché de la voir prendre soin du petit Mo. C'est d'ailleurs Mo qui les fera se réconcilier pour de bon. St. James va platement s'excuser auprès de la Donna, lui promettre le plus beau et le plus grand des mariages. Il lui dit que cette fois c'est lui qui s'occupera de tout. Et les deux prennent conscience qu'avec Mo, ils forment désormais une famille. Ils se font même la promesse de prendre soin de lui, de le considérer comme ce qu'il est déjà à leurs yeux, à savoir leur fils, et de l'élever comme tel, avec sérieux, engagement et affection. Ils ont confiance en leur éducation. Ils diront plus tard que Mo n'était ni plus ni moins à leurs yeux que, je cite, un enfant velu et un peu turbulent. Et dans un premier temps, tout se passe pour le mieux. Il a sa propre chambre, ses propres vêtements, ses biberons, son berceau, ses jouets, etc. Les habitants du quartier découvrent stupéfaits son existence lorsqu'il est baladé dans sa poussette. Il devient alors la coqueluche du voisinage et il grandit vite. Le voilà désormais qui gambade aux côtés de ses parents adorés. Les habitants de West Covina viennent le saluer un à un. Ils sont émerveillés. Chaque interaction avec lui, c'est un peu comme une attraction et Mo le leur rend bien. Il est adorable, il leur fait des bisous, il joue avec les enfants. Bref, c'est toute la ville qui finit par l'adopter. Mo grandit ainsi, entouré d'amour et de bienveillance. Il apprend énormément de choses, il apprend à manger avec des couverts, à s'habiller seul. Si pendant un moment il portait des couches, il finira par s'en passer. Et c'est comme un grand qu'il fera ses besoins à l'abri des regards. Et puis il a ses petites habitudes. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est boire son milkshake sur le canapé du salon le soir, en regardant la télé avec la Donna et St. James à ses côtés. Plus tard, c'est avec intérêt qu'il regardera les exploits de son père à la télévision avec sa maman d'adoption. Il n'est pas rare que les trois s'endorment ensemble devant leur téléviseur, blottis les uns contre les autres. Mo est véritablement traité comme un enfant. Par exemple, à l'âge de 2 ans, il ira chez le dentiste et non chez le vétérinaire pour se faire redresser une dent. La Donna lui fera quotidiennement l'école à la maison. Mo est d'ailleurs toujours attentif et il apprend vite. La Donna l'encourage à faire preuve de réflexion. Mo, est-ce que tu
tu veux que je te donne le stylo vert ou alors est-ce que tu préfères le rouge? Mo, ça c'est une cuillère et non, on ne jette pas la cuillère, on la pose et à sa place dans la cuisine. Bref, tout ça va porter ses fruits et Mo emmagasine toujours plus d'informations. Il apprend à dormir seul dans son lit. Chaque soir, c'est le même cérémonial. Les Davis le bercent avant qu'il ne s'endorme. Mais le malicieux petit Mo finit toujours par se réveiller dans la nuit pour venir se glisser dans leur lit. Et c'est attendri qu'ils le retrouvent régulièrement, endormis à leurs pieds au matin. Ils vont emmener Mo partout avec eux, où qu'ils aillent, au centre commercial, au restaurant, en vacances, à la plage. En somme, les trois mènent une existence heureuse et la Donna en oublie même son précieux mariage. Mais St. James va mettre un point d'honneur à tenir sa promesse. Il va tout préparer. La cérémonie aura lieu le 6 juin 1970. On est loin du grand mariage que voulait la Donna. Elle préfère finalement quelque chose de plus intime, quelque chose de simple, entouré des siens. Et devinez qui est le garçon d'honneur? Eh bien, c'est le petit Mo. Et pour l'occasion, il est paré de ses plus beaux habits. Et comme toujours, il ne va pas manquer d'amuser la galerie, sautant joyeusement de table en table. À un moment, il est intrigué par le contenu du verre de la Donna. Il veut goûter ce qu'il y a dedans. Et dedans, il y a du champagne. La Donna, amusée, lui fait boire quelques gorgées. Et Mo adore. Il passera la soirée à faire en cachette les fonds de verre et finira saoul à faire le pitre avant de faire pipi partout sous les rires des convives. Et le mariage sera un franc succès. Et puis la vie va reprendre son cours. Mais à force de plus en plus attirer l'attention, les autorités de West Covina vont se pencher sur son cas. Après tout, les Davis enfreignent la loi en le gardant avec eux. Et les autorités ne peuvent pas continuer à fermer les yeux. C'est donc l'année suivant le mariage, soit 4 ans après son adoption, que St. James et la Donna seront poursuivis en justice pour avoir enfin le fameux décret municipal dont je vous parlais plus tôt. Et le couple compte bien se battre. Ce qu'ils veulent, c'est garder Mo auprès d'eux et ils vont tout faire pour. Le procès, qui sera surnommé le procès du singe, va attirer l'attention des médias régionaux. Ce sont des dizaines d'habitants de West Covina qui vont se rendre au tribunal pour assister à l'audience. Rarement, le tribunal de Citrus aura connu une telle affluence. Une longue queue s'est même formée devant le tribunal. C'est à bord du Roadster Ford 1932 noir de St. James que Mo fait son apparition. Le voilà qui sort de la voiture tout seul comme un grand. Il est alors vêtu d'une belle chemise à carreaux, d'un beau pantalon blanc et de petits souliers vernis de couleur blanche. Et St. James et la Donna lui emboîtent le pas. Et les deux sont sublimes. On les dirait tout droit sortis d'un magazine de mode. La belle la Donna a la peau satinée et bronzée. Elle est comme à son habitude tirée à 4 épingles et élégamment vêtue. Quant au charismatique St. James, il n'est pas en reste. Il est impressionnant du haut de son 1m80. Il est lui aussi habillé avec soin, rasé de près. Le petit Mo lui agrippe la main. Il est particulièrement joyeux. Il pousse des petits cris en sautillant. Le public est aussi ému qu'impressionné par la scène. C'est sous les applaudissements du public que le petit Mo va faire son entrée dans le tribunal. Il est amusé. Le voilà qui spontanément salue et serre les mains des uns et des autres. Et il faut le dire, il est vraiment adorable. Il va même réussir à décrocher un sourire à l'huissier en faisant teinter les clés accrochées à sa poche. Puis le voilà qui saute ensuite dans les bras de la greffière. Il lui fait un énorme câlin et, aussi surprise qu'émue, la voilà qui se prend au jeu et qui serre à son tour le petit Mo dans ses bras. À ce moment, toute l'assemblée est conquise et tous espèrent que le juge autorisera Mo à vivre avec les Davis. C'est avec passion que la Donna et St. James vont plaider leur cause. Ils vont parler de tout l'amour qu'ils ressentent pour Mo, leur fils adoré, expliquer à quel point et depuis toujours ils ont pris très au sérieux son éducation. Ils diront, je cite, « Il est incapable de faire du mal à qui que ce soit et pour nous, il est un membre à part entière de notre famille. » Le juge en charge de l'affaire, maître Jake Alex, va les écouter avec attention. Les journalistes présents sont déjà en train de griffonner sur leurs papiers. Ils se sont déjà tous rangés du côté de Mo. Et à l'énoncé du verdict, le juge Alex, qui n'a laissé transparaître aucune émotion durant tout le procès, déclarera, je cite, « De ce que j'ai pu constater,
à l'intérieur comme à l'extérieur du tribunal, Mo n'a rien d'un animal sauvage. Il semble même mieux élevé que certaines personnes. Et c'est ainsi qu'il se prononcera en faveur du couple et qu'il autorisera les Davis à garder le petit Mo auprès d'eux. Le tribunal est en effervescence, certains jettent leur chapeau en l'air, des éclats de joie se font entendre aux quatre coins de la salle et c'est heureux, soulagé et une fois de plus sous les acclamations du public que l'atypique petite famille rentre chez elle. Les journaux vont relayer la nouvelle et Mo sera même quelques jours plus tard nommé citoyen d'honneur de West Covina. Et c'est au détour d'une cérémonie que lui sera remis par les représentants de la ville un certificat symbolique de citoyenneté. Tout est bien qui finit bien pour les Davis. La vie va reprendre son cours, mais voilà qu'un beau jour, au détour d'une visite de routine chez le gynécologue, la Donna apprend qu'elle est gravement malade et qu'elle doit subir une hystérectomie, ce qui signifie qu'elle ne pourra jamais tomber enceinte. C'est en larmes et sous le choc qu'elle quitte le cabinet, elle est triste, elle pense même au divorce, elle part se réfugier chez sa mère, elle refuse d'adresser la parole à St. James. La raison, c'est qu'elle culpabilise, elle estime qu'elle n'a pas le droit de le priver d'être père un jour. Il faudra à St. James 5 longues semaines pour qu'elle accepte de lui parler et il lui dira ces mots qu'elle n'oubliera jamais, je cite, « Mais nous avons déjà un enfant ». Dès lors, le couple sera plus uni que jamais et la famille plus soudée que jamais. Et c'est ainsi que les années vont tranquillement passer. Mo va apprendre toujours plus de choses, il comprend parfaitement le non et le oui, il est maintenant capable de conduire une voiture, du moins en dirigeant le volant, etc., etc. Le couple va même acheter un vélo 3 places, et plus personne ne s'étonne de voir les 3 sur le vélo sillonner ainsi la ville. Au fil des ans, Mo est invité à tout un tas d'événements de la ville, il tiendra même un stand de baisers lors d'un événement qui met à l'honneur le travail des animaux dans le milieu du cinéma. D'ailleurs, le milieu du showbiz lui fera les yeux doux. Les Davis vont accepter qu'il participe à quelques tournages. Il apparaîtra dans des épisodes de la série Sesame Street ou encore Reading Rainbow, Beachy and the Bear, Bowling for Dollars et j'en passe, tout le monde se l'arrache, mais hors de question pour les Davis d'en faire une bête de foire, il ne tournera toujours qu'occasionnellement. Mo, dans la fleur de l'âge, regorge d'énergie, à l'âge de 7 ans, c'est une véritable pile électrique. St. James s'est souvenu de cette fois où par exemple, Mo courait partout dans un parc, essayant d'attraper les feuilles qui tombaient autour de lui. Il était heureux, il l'avait alors pris par la main pour qu'il vienne jouer avec lui. Amusé, St. James lui avait dit qu'il commençait à se faire vieux et qu'un jour, il n'aurait plus assez d'énergie pour courir avec lui partout. Mais Mo sautait et courait, le tirant toujours par la main. Les deux avaient fini par se rouler dans l'herbe et en regardant le ciel, St. James lui avait demandé « Mo, qu'est-ce que tu feras plus tard quand tu seras grand ?» Alors vous pensez bien qu'il ne s'attendait pas à ce que Mo lui réponde, mais c'était une question qui commençait à trotter dans son esprit. Et s'il lui arrivait malheur, à lui ou à la Donna ? S'il ne pouvait plus s'occuper de lui, qu'allait-il advenir de lui ? Il y avait toujours en cas de besoin la solution du zoo, mais avec sa femme, il savait qu'il serait tout à fait incapable, dans la mesure du possible, de le confier à des inconnus, et encore moins de vivre et de lui faire vivre une déchirante séparation. Et puis avec la Donna, il s'était dit qu'ils aviseraient le moment venu. Et les liens qui unissaient alors le trio n'aura de cesse de se renforcer. Le couple dira plus tard que l'amour qu'ils ressentaient les uns pour les autres était si puissant que jamais ils n'avaient pu imaginer qu'un amour d'une telle intensité pouvait exister. Mais un jour, alors qu'il est âgé de 9 ans, Mo va piquer sa première vraie colère, laissant ainsi apparaître sa vraie nature qui n'est ni plus ni moins que celle d'un chimpanzé. Et à ce moment, il n'est plus le petit bébé rigolo qu'il était, il est devenu une véritable force de la nature. Il mesure alors 1,20 m pour 60 kg de muscles. Et voici ce qu'il s'est passé. Accro au sandwich au beurre de cacahuète et frustré qu'il n'y en ait plus, Mo va tenter de surcharger sa tartine de confiture. Forcément, St. James va l'en empêcher, ce qui va mettre Mo dans une colère noire. Il va pousser des bruits qu'il n'avait jamais émis auparavant et quitter en trombe la pièce. Il va chercher la Donna dans sa chambre et la tirer par la main
lui faisant comprendre de le suivre. Il va la ramener dans la cuisine et crier en sautant sur lui-même pour manifester son mécontentement. Et pour apaiser les choses, St. James finira par lui rendre sa tartine. Et c'était là le tout premier red flag, disons. C'est pas grand-chose, mais c'est un trait de personnalité que les Davis ont découvert ce jour-là. Et c'est dès l'année suivante, en 1977, que les choses vont basculer. Mo est alors âgé de 10 ans, et lui qui n'avait jamais fait preuve de violence auparavant, va un beau jour, alors qu'une habitante de la ville vient saluer, s'énerver, pousser des hurlements et lui mordre avec force le doigt, comme ça, sans raison. Effrayée, l'habitante portera plainte. Selon elle, Mo est dangereux. Aujourd'hui, c'est son doigt, mais demain, ce sera quoi? Elle tente d'attirer l'attention des habitants de West Covina sur sa dangerosité. Elle estime qu'il ne doit pas être laissé en liberté au contact de la population. Les Davis paniquent, mais grâce à sa bonne réputation et grâce à l'affection que portent les habitants à Mo, l'affaire finira par être classée. Mais le couple n'est pas dupe. Ils se rendent compte qu'effectivement, à tout moment, tout est possible avec Mo. Pas avec eux, mais avec les autres. Et qu'ils doivent désormais prendre plus de précautions. Ils savent qu'ils ne peuvent plus se permettre de le balader à leur guise et en liberté dans les rues. Alors ils le déplaceront désormais en voiture. Ils vont également éviter certains lieux publics. Et comme sa musculature s'est encore davantage développée, eh bien ça n'amuse plus certains habitants de le croiser dans la rue. Certains ont peur. Et si pendant plusieurs années, le couple ne pouvait se résoudre à totalement changer ses habitudes, c'est au début des années 1990, face à la méfiance toujours plus grandissante de certains habitants, et après quelques incidents mineurs à la maison, une petite colère par-ci, une crise par-là, que les Davis décideront de vraiment adapter son environnement. Et comme la plus grande peur du couple, c'est qu'on ne les sépare un jour de Mo, ils décident de lui faire construire un grand enclos de 3 mètres sur 3 mètres et demi à domicile, dans lequel Mo sera placé lorsqu'ils recevront de la visite. Sachez qu'ils étaient nombreux à se précipiter à leur porte pour venir voir le célèbre Mo. Le reste du temps, il restera en liberté dans la propriété qui est entourée d'une large clôture et qui empêche tout accès extérieur une fois verrouillé. Et c'est là une bonne idée puisque tout se passera bien pendant près d'une décennie. Sauf que, patatras, un jour de canicule d'août 1998, alors qu'un soudeur était venu réparer la cage de Mo, alors âgé d'une trentaine d'années tout de même, eh bien le soudeur va oublier l'un de ses outils. Mo va par curiosité toucher l'objet, recevant ainsi une importante décharge électrique. La douleur est vive, mais la frayeur plus encore. Mo s'enfuit à toute vitesse et manque de chance. Ce jour-là, le portail n'avait pas été verrouillé après l'arrivée du soudeur, ce qui a permis à Mo de prendre la poudre d'escampette. Le voilà dans la nature, et comme il est introuvable et que le temps passe, St. James et la Donna n'ont d'autre choix que de se résoudre à contacter la police. Les policiers vont prendre l'incident au sérieux, ils vont immédiatement fermer la rue, Mo sera rapidement localisé, le pauvre est encore dans tous ses états, et bientôt le voilà entouré de policiers, et plus il s'approche de lui, et plus il s'agite. Il va alors sauter sur la voiture des policiers et taper si fort dessus qu'il finit par la cabosser, griffant au passage la main d'un agent. Par chance, tout s'est quand même bien terminé. Mo finit par se calmer. Il a ainsi pu être récupéré et reconduit chez lui. Mais les autorités avertissent le couple. Ils veulent bien fermer les yeux, mais si un tel incident venait à se reproduire, Mo devra quitter leur domicile pour être placé dans un endroit plus adapté. Alors St. James et la Donna vont redoubler d'efforts, être plus vigilants que jamais, sauf qu'il y aura un nouvel incident dès l'année suivante, le 2 septembre 1999. Ce jour-là, une habitante est venue rendre visite à Mo. Comme je vous le disais, il n'était pas rare que des visiteurs impromptus viennent frapper à la porte des Davis. Après tout, Mo, c'était l'attraction de West Covina. Le couple s'assurait toujours que tout se passe bien. Les visiteurs avaient l'interdiction d'entrer en contact avec Mo et donc de mettre la main
dans sa cage, sauf que ce jour-là, la femme venue leur rendre visite va braver l'interdit pour pouvoir caresser Mo. Elle va introduire sa main dans la cage et Mo va lui mordre le doigt. Et c'est sans attendre qu'elle va donner l'alerte. Selon St. James et la Donna, elle avait les ongles vernis de rouge et Mo a cru que c'était là un de ses bonbons préférés, un réglisse dont l'emballage est rouge vif. Les deux vont tenter de plaider leur cause auprès des autorités, mais c'est la goutte de trop. Décision est prise de leur retirer la garde de Mo. Les Davis comprennent ainsi que leur plus grand cauchemar est devenu réalité. Et c'est dès le lendemain, à 14h, qu'une équipe constituée d'agents spécialisés en capture d'animaux sauvages, de policiers et de pompiers se présente à leur domicile. Ils ont pour mission de capturer Mo, mais les Davis font barrage, hors de question. Ils vont exiger des forces de l'ordre un mandat ou toute autre décision de justice. Les policiers leur expliquent ne pas en avoir besoin en application du décret municipal, leur interdisant de garder un animal sauvage chez eux et que donc ils ont tout à fait le droit de saisir l'animal. Mais les Davis résistent. Ils refusent de les laisser rentrer chez eux et le ton monte. Une dispute éclate alors. St. James doit être maîtrisé et conduit un peu plus loin, à l'extérieur de sa propriété. Quant à la Donna, elle assiste impuissante à l'invasion de son domicile par des dizaines d'agents. Elle hurle, pleure, supplie, mais c'est trop tard. Mo, qui est alors dans sa cage, panique en voyant toute cette foule d'hommes arriver vers lui. Il sait que quelque chose ne va pas. Il se balance de gauche à droite, se cognant la poitrine en poussant des cris. L'un des agents lui tire sans attendre une fléchette imprégnée d'un puissant sédatif qui vient alors se loger dans son ventre. Et bientôt, il s'endort. Il est ensuite évacué dans une remorque à chevaux, sous les regards impuissants de la Donna et St. James. Ce dernier s'effondre sur les genoux, en larmes. Il voit le convoi se replier. Désespérés, ils supplient qu'on leur dise au moins où ils emmènent Mo. À ce moment, ils ne savent même pas si Mo sera gardé en vie. Et personne ne leur dit rien. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Ils sont inconsolables. Ils vont pleurer des heures. Ce soir-là, ni l'un ni l'autre ne trouvera le sommeil. Et c'est dès le lendemain qu'ils vont remuer ciel et terre pour retrouver Mo. Mais ni l'administration ni la police ne leur dit où il est, ni même s'il est encore en vie. Un à un, les jours vont passer. Faute de mieux, les Davis vont faire les 100 pas à côté de leur téléphone et guetter l'arrivée du facteur. Incapables de rester assis à rien faire, ils vont confectionner une large banderole avec écrit dessus « On board with Mo », à bord avec Mo, qu'on pourrait traduire par « tous avec Mo », et ils vont la placer bien en évidence, juste devant leur propriété. Ils vont également faire circuler une pétition qui sera signée par des milliers de personnes, mais rien n'y fait. Il reste encore et toujours sans aucune nouvelle de Mo. Et l'attente est terrible. Le simple fait d'imaginer qu'on ait pu lui faire du mal, ou qu'il soit là, quelque part, probablement terrorisé et complètement perdu, leur est insupportable. Ils en ont le cœur brisé et n'ont qu'une seule hâte, le rejoindre. Mais que peuvent-ils faire d'autre si ce n'est attendre ? Leur seul réconfort, ce sont les bruits de klaxons qu'ils entendent à longueur de journée. Ce sont les automobilistes qui passent devant chez eux et qui manifestent leur soutien lorsqu'ils passent devant leur affiche géante. La nouvelle a bien évidemment et sans surprise fait le tour de la ville et ils sont nombreux à leur apporter leur soutien. D'autres habitants de la ville sont plus mesurés. Ils compatissent, certes, mais se rangent tout de même du côté des autorités. C'est triste, mais c'était inévitable. Et c'est après 9 jours d'une interminable attente qu'enfin St. James et la Donna auront des nouvelles de Mo. C'est par téléphone qu'ils apprendront ce qu'il est advenu de lui. Au bout du fil, il y a un employé de la Wildlife Way Station, c'est un refuge pour animaux de 65 hectares situé aux abords de la forêt nationale de Los Angeles, et l'employé va leur poser une question qui va leur glacer le sang. Il va très tranquillement leur demander s'ils ont pris ou non des dispositions concernant le décès imminent de leur chimpanzé. Décès imminent, les Davis ne comprennent pas. Alors l'employé leur explique que cela fait maintenant plus d'une semaine qu'il est arrivé au centre, qu'il refuse de s'alimenter et que donc c'est bientôt la fin pour lui. Alors il réitère sa question.
Est-ce qu'ils ont pris des mesures? Quand le moment sera venu, que doivent-ils faire de son corps? Alors imaginez un peu la réaction des Davis lorsqu'ils entendent ça. Ils comprennent que Mo ne s'est pas alimenté depuis 9 jours et que donc ses heures sont comptées. Ils vont alors appeler un vétérinaire et se précipiter à la Wildlife Way Station. Chaque minute compte. Et ce qu'ils vont découvrir là-bas, jamais ils ne l'oublieront. Ils voient Mo dans une minuscule cage, couvert de la tête aux pieds de ses propres excréments. Il gît sur le sol, il est à peine conscient, il est terriblement amaigri, il a les yeux semi-ouverts, son regard est vitreux, il est si faible qu'il ne les reconnaît même pas lorsqu'il les voit, il n'a aucune réaction et c'est normal, à ce moment, il est aux portes de la mort. Alors le vétérinaire va immédiatement lui injecter un cocktail puissant de médicaments et par chance, il a agi à temps. Mo va retrouver quelques couleurs. Bientôt, son regard reprend vie. Il se redresse doucement et se rend enfin compte qu'il a en face de lui ses parents. Il est fou de joie et il va rassembler les quelques forces qui lui restent pour pousser des gémissements de bonheur. Et oui, sans ses parents, Mo n'avait plus aucune raison de vivre. Mais désormais, il sait qu'ils sont là. Il sera visité quotidiennement par ceux qu'il aime. Saint James et la Donna vont veiller sur lui comme au premier jour. Le personnel est conciliant, même si les visites quotidiennes sont interdites en temps normal. Ils seront autorisés à venir le voir chaque jour. Après tout, ils sont touchés, eux aussi, et comment ne pas l'être. Mo récupère petit à petit, et dans l'immédiat, les Davis n'aspirent qu'à une chose, qu'il soit transféré dans une cage plus spacieuse. Ils se proposent même de la payer, cette cage. Mais la direction du centre refuse. Qu'à cela ne tienne, en plus d'entamer une procédure contre la ville pour récupérer sa garde, les Davis vont relayer autant que faire se peut la situation de Mo et surtout dans quelles conditions indignes il est maintenu captif. Ils seront aidés de plusieurs associations de protection animale et d'une large partie de la population. Pointés du doigt, les autorités de West Covina vont expliquer avoir, durant des années, été plus que conciliants avec les Davis. Les deux parties vont alors se livrer à un bras de fer acharné que les médias vont se faire une joie de relayer. Et une fois Mo remis sur pied, le couple n'est plus autorisé qu'à lui rendre visite une fois par semaine. Et c'est chaque semaine sans faute qu'ils seront au rendez-vous. Les pauvres n'ont le droit qu'à 15 minutes de visite. Et ils ne peuvent toucher Mo qu'à travers les barreaux de sa cage. Les retrouvailles sont à chaque fois émouvantes, mais elles sont aussi déchirantes, car c'est toujours la même chose. Arrive inévitablement le moment de se quitter. Saint James et la Donna expliqueront par voie de presse toute la détresse de Mo au moment de se quitter, à quel point ils peuvent lire l'incompréhension et le désespoir dans son regard. Et c'est après tout de même 3 mois que la direction du centre finira enfin par changer Mo de cage pour une cage flambant neuve et plus spacieuse, cage financée intégralement par les Davis, qui seront même autorisés à y installer une petite télé, ce qui va considérablement améliorer la qualité de vie de Mo. Et Mo comprend doucement les choses. Il comprend, sans savoir pourquoi, qu'il ne peut voir ceux qu'il aime que de temps en temps, mais il sait qu'ils sont là. Le voilà donc parmi d'autres primates. Il y a d'autres cages avec d'autres primates à l'intérieur autour de lui. Ces primates semblent hostiles. Mo ne comprend pas qu'il s'agit là de ses congénères, qu'ils sont de la même espèce, que ce sont ses semblables. Non, dans son esprit, ce sont les humains, ses semblables. Il a toujours évolué parmi eux et il ne se sent bien qu'à leur contact. À chaque visite de ses parents adorés, il fera toujours le même geste. À chaque fois, c'est la même chose. Il fait comme s'il a entre les mains un volant de voiture qu'il tourne, comme s'il changeait de direction. C'est sa façon à lui de leur dire qu'il veut rentrer à la maison. Mais non, il ne rentrera pas à la maison puisqu'après de longs mois,
la justice se prononcera en faveur de la ville. En application du fameux décret, la ville de West Covina sera néanmoins condamnée à verser une allocation mensuelle de $300 aux Davis en guise de frais de logement de l'animal et pour les frais de déplacement qu'implique leur visite. Ils comprennent qu'il n'y a rien à faire et que Mo ne sera sans doute jamais autorisé à revenir à la maison. Difficile de s'y résoudre pour les Davis. Ils vont alors entamer une procédure pour que Mo puisse être transféré dans un refuge privé et non plus public, un refuge plus accueillant qui dispose de plus de moyens. Et c'est après 4 ans, en 2004, qu'ils réussiront. Mo sera alors transféré dans un sanctuaire privé près de Bakersville. Ce sanctuaire niché dans les collines accueille nombre d'animaux exotiques qui ont tous pour la plupart été abandonnés par des cirques ou par des particuliers, les ayant acquis illégalement. Et ce refuge a vu le jour grâce au travail acharné d'un couple, Virginia et Ralph Bauer, amoureux des animaux et sensibles aux sorts cruels réservés à ces animaux à abandonner par tantôt des particuliers sans scrupules ou par des cirques et autres zoos privés qui ne voient plus aucun intérêt financier à garder ces animaux. C'est là qu'ils atterrissent. Dans le refuge, il y a déjà 7 primates et ces 7 primates vivent ensemble dans une large cage. C'est en fait un grand espace fermé. Cette fois, les Davis sont autorisés à rendre visite à Mo quand ils le souhaitent et combien de temps ils le veulent. Mo, qui est alors âgé de 38 ans, a changé. Son poil est devenu gris. C'est désormais un papy qui défie les statistiques puisque l'espérance de vie moyenne d'un mâle chimpanzé en captivité est de 32 ans. Il est placé dans sa propre cage, à côté de celle des autres primates, même si tous espèrent qu'un jour, il lui sera possible, peut-être, qui sait, de vivre avec ses congénères. Après tout, ce serait une belle fin de vie pour lui. C'est toujours mieux que de rester seul dans sa cage. Mais en l'état, Mo risque d'être rejeté, voire même attaqué par les autres, ses instincts ayant été largement gommés au contact de l'homme. Et comme vous le savez probablement déjà, il ne faut jamais se montrer trop doux ou trop faible dans la nature. En attendant, St. James et la Donna viennent le voir le plus souvent possible. Ils parcourent plusieurs fois par semaine les 2h30 de route qui les séparent du centre. Et c'est toujours les bras chargés de cadeaux et de nourriture qu'ils arrivent. Ils ont l'habitude de passer toute la journée avec Mo. Ils arrivent tôt le matin et repartent à la tombée de la nuit, au moment de la fermeture du centre. Voilà, c'est devenu leur routine. Il est utile de rappeler qu'eux aussi ne sont plus très jeunes. Ils sont à la retraite. Mais ni l'âge ni la distance n'aura raison de l'amour que ce trio se porte. Et le matin du 3 mars 2005, le couple s'est dès 7h du matin mis en route. Ce jour-là est très spécial puisque c'est le 39e anniversaire de Mo. Et ils ont emporté avec eux tout un tas de cadeaux et un grand gâteau. Le couple arrive aux alentours de 10h. St. James bondit alors du véhicule sans même attendre sa femme. Il se précipite vers Mo avec dans la main une briquette de lait au chocolat que Mo adore. En le voyant arriver, Mo est fou de joie. Voilà, comme toujours, il n'a de cesse de sauter dans sa cage et d'applaudir en poussant des cris. De son côté, la Donna s'occupe du gâteau. Elle va l'installer sur la table de pique-nique située à côté de la cage de Mo. La règle est la même dans tous les centres. Il est interdit d'entrer dans les cages qui de toute façon sont verrouillées. La Donna va couper 2 parts de gâteau, une pour son mari et l'autre pour Mo. Voilà, c'est ça le bonheur. Un bonheur simple mais précieux. Le couple profite de ce jour symbolique pour se remémorer toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser ces 6 dernières années, depuis que la garde de Mo leur a été retirée. Même s'ils n'ont pas réussi à le ramener à la maison, ils sont quand même fiers. Après tout, Mo a l'air heureux ici, et ça, c'est le principal. Et alors que les 3 sont tranquillement en train de savourer leur gâteau, la Donna aperçoit du coin de l'œil une forme s'agiter au loin. C'est Buddy, l'un des chimpanzés du sanctuaire. Un jeune mâle qui se tient là, juste devant la porte de sa cage, restée ouverte. La Donna est étonnée de le voir là. Habituellement, les chimpanzés ne sont pas autorisés à sortir de leur cage. Et pourtant, il est là et il la fixe un long moment. Elle le regarde sans dire un mot. Et puis, d'un coup d'un seul,
le voilà qui se précipite sur elle pour l'attaquer. La Donna a juste le temps de pousser un cri et de se retourner pour se protéger. Elle se met alors de dos. Buddy se jette sur elle, la propulsant contre St. James. St. James réalise que le primate est en train de s'en prendre à sa femme. Et alors qu'elle a les bras enroulés autour de son mari, la bête la mord à la main gauche. Et Buddy serre si fort que sa mâchoire se referme entièrement, arrachant au passage le pouce de la pauvre Ladonna. Pour la protéger, St. James la pousse sous la table et fait barrage de tout son corps. Mais le primate n'a d'yeux que pour Ladonna. Il n'est ni intéressé par le gâteau ni par St. James. Il essaye juste de rejoindre Ladonna sous la table, mais St. James le saisit et le jette en arrière. Il espère ainsi qu'il s'éloignera ou qu'au pire il changera de cible. Ce qu'il veut, c'est protéger Ladonna. Et ça va marcher, il va réussir à protéger sa femme. Le singe se retourne et se précipite sur lui. Il se met à l'attaquer. Et même si St. James est robuste pour son âge et qu'il mesure 1m88, il ne fait pas le poids. Il le sait. Mais impossible de reculer. Il doit l'affronter s'il veut sauver sa femme et sa peau par la même occasion. Le primate enfonce alors ses griffes acérées dans sa peau. St. James tente de se mettre de profil, mais voilà que bondit sur lui un autre chimpanzé. C'est Ollie, un mâle plus âgé et plus massif encore que Buddy. St. James comprend effaré qu'il est attaqué non pas par un, mais par deux primates. Il arrive à saisir le plus gros et à le repousser, mais Buddy en profite pour l'attaquer de plus belle. Et là, c'est un véritable carnage. Buddy, le plus jeune, lui enfonce ses griffes dans l'œil droit. C'est avec une facilité déconcertante qu'il éjecte l'œil de son orbite, puis en un éclair, il mord le nez de St. James. Au même moment, Ollie est revenu à la charge. Avec sa mâchoire puissante, il mord les mains de St. James et commence à les manger. St. James bascule alors en arrière. À ce moment, Buddy recrache son nez avant de s'attaquer à son crâne. Pendant ce temps, Ollie continue de dévorer ses mains. St. James essaye de le saisir par le cou, mais il n'y arrive pas. Et Ollie va bientôt arriver jusqu'à l'os en grignotant les mains de St. James, mais n'arrivant pas à les lui arracher, il décide de s'attaquer à ses parties génitales. Buddy, quant à lui mord la bouche, et pareil que pour le nez, il l'arrache et la recrache. Il repart aussitôt à la charge, en s'attaquant cette fois au pied gauche du pauvre homme. La Donna assiste pétrifiée à la scène. Elle hurle de toutes ses forces. Quant à Mo, il est sous le choc. Il s'est recroquevillé de terreur dans un coin de sa cage et pas un seul son ne s'échappe de sa bouche. Il est lui aussi pétrifié. De longues minutes vont ainsi passer et St. James est désormais incapable de se défendre. Il est blessé au bras et aux pieds. Il est comme une poupée de chiffon, conscient qu'il est littéralement en train de se faire dévoré vivant. Et c'est après 5 longues minutes et attiré par les hurlements de la Donna que Virginia Bauer arrive en trombe. Horrifiée, elle saisit la première chose qui est à portée de ses mains, c'est un tuyau d'arrosage. Elle commence à asperger d'eau les primates, mais rien n'y fait, ils ne lâchent pas leur proie. Puis c'est au tour de son gendre d'arriver, mais lui a eu le réflexe de prendre une arme avec lui. Mais dans le feu de l'action, il a du mal à viser sans prendre le risque de toucher St. James. Alors il va attendre le bon moment et il va réussir à toucher Ollie en pleine tête, Ollie qui s'effondre. Mais l'autre, Buddy, continue encore et toujours d'attaquer le pauvre St. James et malheureusement, il n'y avait qu'une seule cartouche dans le pistolet du gendre. Alors il est obligé de retourner en chercher d'autres. Buddy va alors traîner St. James qui est encore conscient sur une trentaine de mètres, puis il va tranquillement continuer à le dévorer, en l'occurrence le pied, avant qu'enfin le gendre ne revienne et ne l'abatte. Buddy s'écroule alors de tout son poids sur St. James, qui est, dites-vous, encore et toujours conscient. Il n'a pas perdu connaissance. La Donna se précipite auprès de lui, sous le choc. Elle n'a de cesse de lui répéter qu'il doit rester en vie. Quant à Mo,
il sort de sa torpeur et se met à hurler de toutes ses forces. Il est fou de douleur, il hurle encore et encore. Saint James sera toujours conscient à l'arrivée des secours. C'est presque mort qu'il est transporté à l'hôpital. Vu son état, les secours doutent qu'il survive. Le pauvre n'a plus que des moignons à la place des mains. Il n'a plus de visage puisque son nez a disparu. Il n'a plus que 2 orifices à la place. Il n'a plus de bouche. Son pied est en lambeaux. Vu son état, il devra lui être retiré. Son appareil génital lui a été arraché. Et je vous parle pas du reste des blessures qu'il a partout sur son corps, sur ses fesses, sur son dos. Il va rester au bloc de longues heures et contre toute attente, il va survivre. Et oui, c'est un vrai miracle. Et concernant l'attaque, il sera établi plus tard que les Boer avaient oublié de verrouiller l'une des portes de l'enclos des chimpanzés. Et si Buddy et Holly ont attaqué les Davis, c'est pour différentes raisons. Par jalousie déjà, ils n'auraient pas supporté toute l'attention que le couple portait à Mo. Peut-être aussi qu'ils ont attaqué pour protéger leur territoire, sans compter qu'il est probable que les deux aient par le passé été victimes de mauvais traitements de la part des hommes qu'ils ont associés au danger. Et les spécialistes pensent que c'est un mélange de ces 3 facteurs qui les a poussés à attaquer. Et sachez qu'ils n'ont pas tous eu cette réaction ce jour-là, puisque 2 femelles, Suzy et Bones, s'étaient elles aussi échappées de la cage au moment des faits. Mais elles avaient fui plutôt que de participer à l'attaque. Et d'ailleurs, elles seront capturées 5 heures plus tard. Quant aux autres chimpanzés, ils étaient restés tranquillement dans leur enclos. L'un des pompiers dira qu'on aurait dit, vu l'état de Saint James, qu'il avait été attaqué par des ours. L'incident attirera l'attention des médias et c'est après plusieurs semaines et une dizaine d'opérations que Saint James sera une première fois sorti du coma et ses premiers mots à la Donna seront « Comment va Mo ?» Alors la Donna le rassure, elle lui dit qu'elle a continué à lui rendre visite, qu'il va bien, physiquement du moins, et qu'il est en bonne santé. Il a depuis été transféré dans un autre sanctuaire pour animaux exotiques, le Jungle Exotics, situé dans le comté de San Bernardino. Saint James sera replongé dans le coma et il devra encore subir plusieurs dizaines d'opérations. Il ne sortira qu'après 6 mois d'hospitalisation. Il devra pendant encore plusieurs mois suivre un long processus de rééducation, le tout entrecoupé d'opérations de reconstruction. Sachez qu'au total, il sera opéré une 60aine de fois. L'année suivante, en 2006, c'est horrifié que la population va découvrir la nouvelle apparence de Saint James. Il est méconnaissable, on dirait un grand brûlé, et désormais il est complètement dépendant de la Donna. Il ne peut plus manger sans son aide, il ne peut plus se laver sans elle, ni même aller aux toilettes sans elle. Il ne voit presque plus rien, son seul œil valide ayant lui aussi été blessé durant l'assaut. Il n'a plus de dents et n'arrive à s'exprimer que très très mal, avec beaucoup de difficultés. Saint James déclara aux journalistes qu'il ne savait pas qu'un chimpanzé était capable de faire ça et qu'il était doté d'une telle puissance. Mais ni lui ni la Donna ne vont blâmer les chimpanzés. Ils vont expliquer qu'ils sont comme les êtres humains, qu'il y a les bons et qu'il y a les mauvais, et que, comme pour les hommes, ils ne sont ni plus ni moins que le résultat de leurs expériences, fussent-elles bonnes ou mauvaises. Le couple prendra la décision de ne pas attaquer le sanctuaire. N'ayant pas d'assurance responsabilité civile, des poursuites auraient entraîné la fermeture du centre. Voilà, à ce moment, ils ne le voulaient pas. Néanmoins, 3 ans plus tard, ils se rétracteront en 2009. La Donna, sachez-le, n'a jamais cessé de rendre visite à Mo, et ce, alors même que Saint James était à l'hôpital. Et c'est dès 2006, après sa convalescence, que Saint James reprendra les visites. Voilà, il n'avait qu'une seule hâte, revoir son fils. Alors c'est avec difficulté tout de même qu'il s'en ira lui rendre visite, puisque le sanctuaire où il est n'est pas adapté aux personnes en situation de handicap. Le couple a espéré une certaine indulgence de la part des autorités, vu l'effroyable mésaventure qu'a connue Saint James. Ils ont à nouveau supplié qu'on leur rende Mo. Après tout, c'est un vieux primate. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'il puisse finir ses jours à leur côté.
Ils promettent de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait jamais plus aucun incident, mais les autorités vont refuser. Alors le couple placardera une autre pancarte géante sur la grille de leur propriété, avec cette fois écrit dessus « Libérez Mo ». En 2007, la ville de West Covina sera contrainte par une décision de justice de verser au couple la somme de $32 000, puisqu'il sera avéré que la ville n'a jamais versé au couple les fameux $300 mensuels, devant servir à couvrir les frais de logement de Mo ainsi que les frais de déplacement de ses visites. Le couple va encore et toujours continuer de rendre visite à Mo. Mo qui vit toujours dans les mêmes conditions, dans une cage plutôt spacieuse équipée d'une télévision. Jamais à court d'idées, et pour améliorer son confort, St. James et LaDonna vont réfléchir à une solution à l'énergie solaire pour que sa télé puisse être alimentée sans qu'il n'y ait besoin de la brancher, puisqu'il leur permettrait également d'installer une petite caméra de vidéosurveillance dans sa cage. Mais ils n'auront le temps de rien, car ils vont vivre un dernier drame. Nous sommes alors l'année suivante, à l'été 2008. Le téléphone du couple sonne. Au bout du fil, c'est le directeur du Jungle Exotics, et il leur annonce une terrible nouvelle. Il leur dit que Mo a disparu. Selon lui, Mo, alors âgé de 42 ans, aurait brisé les 6 soudures en acier, lui permettant ainsi de déverrouiller la porte coulissante de son enclos. Il aurait ensuite été aperçu par des employés du parc sautant par-dessus une clôture et s'enfuyant en direction des bois. Le couple va sans attendre se précipiter au refuge. En inspectant la cage de Mo, les deux constatent qu'il n'y a a priori aucun problème. Les soudures sont toujours là, en bon état. Le directeur va alors indiquer que c'est parce qu'ils viennent tout juste de la réparer. Le couple a trouvé ça bizarre. Pourquoi réparer la cage comme ça, en urgence ? Ça n'a pas de sens, nul besoin. Et puis n'ont-ils pas plus urgent à faire, comme par exemple retrouver Mo ? Il leur sera répondu qu'ils s'attendaient à retrouver Mo rapidement et que donc sa cage devait être prête à l'accueillir. LaDonna va leur demander s'ils l'ont nettoyée, cette cage. Réponse de la direction, non, ils l'ont juste réparée. Or, elle constate qu'elle est impeccable. Il n'y a pas de trace de popo et la couverture de Mo a disparu. Or, les employés du parc n'ont pas parlé de couverture, ceux qui l'ont vu fuir. Et difficile pour le couple, en l'état, de croire que Mo était dans cette cage il y a encore quelques heures. Mais l'urgence, c'est de le retrouver. Il est sans doute là, quelque part. Le couple, aidé des employés du centre et de bénévoles, vont en voiture et à pied sillonner les environs. Les Davis vont même payer les services d'un hélicoptère qui va se lancer par les airs à la recherche du primate. Les recherches vont attirer encore et toujours l'attention des médias. Et plus de volontaires encore vont affluer vers le refuge dans les heures et les jours qui suivent la disparition de Mo. Les recherches vont durer plusieurs semaines. La forêt nationale de San Bernardino sera fouillée plusieurs fois, mais faute de résultats, les recherches seront abandonnées le mois suivant, le 31 juillet. Et jamais, durant le mois de recherche, sachez-le, Mo ne sera aperçu par qui que ce soit. Et les Davis refusent qu'on parle de l'enlèvement comme d'une évasion. Ils veulent qu'on en parle comme d'une disparition. Et ils se sont toujours refusés à spéculer quant aux causes de sa disparition. Une chose est sûre, ils doutent que Mo se soit enfui pour aller vivre seul dans les bois, avis d'ailleurs partagé par les primatologues. Selon eux, le chimpanzé est un animal sociable qui n'apprécie pas la solitude. Il est peu probable que Mo soit quelque part, seul, en pleine forêt, à vivre en ermite. Le couple est convaincu qu'il est vivant, quelque part. LaDonna dira « Il a été élevé pour utiliser son cerveau, pour toujours prendre des décisions. Et j'espère que, où que soit Mo, il fait de bons choix pour lui-même. Et c'est un animal robuste. Il y a de la nourriture et de l'eau là-bas, ce qui signifie qu'il a à sa disposition des ressources naturelles, des baies sauvages, par exemple, mais pas de burritos avec du fromage que Mo aimait tant. C'était en 2009, ces déclarations. Elle déclara « Je suis persuadée que tôt ou tard, quelqu'un finira bien par l'apercevoir. Peut-être qu'il est mort de peur, peut-être qu'il pense qu'il a des ennuis. Après tout ça
est nouveau pour lui. Mais sachez que Mo ne réapparaîtra jamais. La seule chose qui demeure, c'est l'amour que lui portent les Davis. Lui, il sera toujours présent, et ce malgré le temps qui passe. St. James déclarera « Vous savez, je pourrais parler de Mo pendant des jours. Il me manque tellement. Je n'ai jamais aimé quelqu'un autant que j'ai aimé Mo. » Et voilà, le couple consacrera son temps libre aux soins médicaux de St. James. St. James qui a bénéficié de prothèses pour ses mains, ainsi que d'une nouvelle bouche. À ce jour donc, personne ne sait ce qu'il est advenu de Mo. On estime qu'à l'état sauvage, un chimpanzé peut vivre jusqu'à 60 ans. Il serait aujourd'hui âgé de 58 ans, alors il existe une infime possibilité qu'il soit peut-être là, quelque part, toujours en vie, même si c'est peu probable, mais qui sait. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Alors est-ce qu'il a été mordu par un serpent ? Est-ce qu'il a trouvé refuge chez quelqu'un quelque part? En tout cas, sa dépouille n'a jamais été retrouvée. Et s'est-il vraiment finalement échappé, comme les employés du centre l'ont attesté? Mystère. Sachez également que je n'ai rien lu concernant les Davis. Je ne sais même pas ce qu'il est advenu de leur procès contre le sanctuaire des Bauer. Les sources les plus récentes, en tout cas, ne mentionnent aucun décès. Mais les mises à jour sont rares, voire inexistantes. Alors, si quelqu'un parmi vous découvre quelque chose à leur sujet, je serais ravie d'en savoir plus. J'espère que les deux coulent en ce moment même des jours paisibles, ensemble, dans leur maison de West Covina. Ils ne sont plus apparus dans aucun média depuis 2016. Ils devraient avoir aux alentours de 85 ans. Donc voilà, j'espère qu'ils sont toujours parmi nous. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette histoire, autant que je l'ai appréciée, même si elle s'éloigne du true crime. N'hésitez pas, comme toujours, à liker cette vidéo pour nous soutenir, et si vous avez apprécié notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters, à nous écouter sous forme de podcast. On est présente sur toutes les plateformes d'écoute. Quant à moi, je vous dis à très vite, les amis, pour une autre triste histoire.